L'échec est mat de la reine. Un cliché d'appareil photo de paparazzi était quelque chose de brutal. Il ne se limite pas à capturer une image. Il expose une vérité en figeant un seul instant dévastateur pour l'éternité. Pour Alejandro Solís, un titan de la finance à Madrid, ce moment approchait rapidement. Il se trouvait sous les lustres étincelants d'une salle de bal à Barcelone, son bras entourant de manière possessive sa dernière aventure, une influenceuse nommée Sofía Torres. Il se croyait le roi de su univers, orchestrant une vie secrète parfaite. Mais, à l'autre bout de la ville, dans une suite calme et élégante, son épouse enceinte, Elena Vidal, révisait la liste des invités pour le même événement auquel il assistait, un événement qu'elle possédait en secret. Elle n'était pas seulement une spectatrice dans son jeu, elle était l'architecte de tout l'échiquier. Si vous vous êtes déjà senti trahi, comment réagiriez-vous? Affronteriez-vous votre partenaire ou planifieriez-vous une vengeance épique? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Black Paw. Le début du jeu. Le silence dans le luxueux penthouse d'Alejandro Solís et Elena Vidal, dans le quartier de Salamanca, Madrid. C'était un type de silence particulier. Ce n'était pas paisible. C'était chargé de choses non dites. Il s'accrochait aux meubles minimalistes et résonnait dans les fenêtres qui donnaient sur la ville. De cette hauteur, Madrid ressemblait à un circuit, un réseau complexe de lumières clignotantes et de vies interconnectées. Pour Elena, cela ressemblait à une cage, bien qu'une belle cage dorée. À 32 ans, Elena Vidal possédait une grâce sereine que l'on confondait souvent avec de la fragilité. Elle portait dans ses veines le sang de la vieille fortune, de celle qui n'a pas besoin de s'annoncer. Sa famille, les Vidal, avait bâti sa fortune dans le textile européen, un héritage d'art et d'astuces commerciales qu'elle avait entièrement hérité. Mais lorsqu'elle avait épousé Alejandro Solís il y a 5 ans, elle s'était retirée volontairement, permettant que son succès dans le monde des fonds d'investissement occupe le devant de la scène. Il était le soleil, et elle, supposait-il, était une planète contente d'orbiter autour de lui. Il se trompait. Dernièrement, la distance entre eux s'était transformée d'une fissure en un abîme. Le travail d'Alejandro était devenu une forteresse impénétrable. Les longues nuits n'étaient plus seulement longues, elles étaient des nuits entières. Les voyages d'affaires dont on discutait auparavant étaient désormais simplement annoncés. Le dernier en date était une semaine à Barcelone. C'est la poussée finale pour l'acquisition de l'entreprise Duran, avait-il dit en desserrant sa cravate, en entrant dans leur immense chambre. Il ne la regarda pas, ses yeux étaient déjà sur son téléphone. C'est absolument critique. Je serai en réunion jour et nuit. Elena s'assit au bord de son lit, une main reposant protectrice sur la douce courbe de son ventre. Enceinte de 4 mois, la réalité de la nouvelle vie qu'elle portait était une source de joie profonde et de vulnérabilité terrifiante. « Barcelone », dit-elle d'une voix douce. « C'est soudain. La finance n'attend pas, Lena, » dit-il en utilisant son surnom, une relique d'un temps où cela sonnait comme de l'affection, pas du mépris. Il jeta sa veste sur une chaise. « Tu sais comment c'est? » Elle le savait, et elle le savait trop bien. Elle savait aussi que Duran n'avait pas d'opération significative en Catalogne. Leur siège était à Milan, et elle savait que la semaine de la mode de Barcelone commençait dans 3 jours. Les pièces s'emboîtèrent avec une certitude familière et nauséeuse. Elle avait vu les signes pendant des mois, l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien, la façon dont il saisissait son téléphone, les relevés de cartes de crédit pour des cadeaux qu'elle n'avait jamais reçus, un bracelet Cartier, une réservation de dîner pour 2, et puis il y avait les murmures sur les réseaux sociaux.
les messages anonymes de bons samaritains avec des captures d'écran d'une influenceuse nommée Sofia Torres, une blonde magnifiquement insipide qui semblait vivre une vie parallèle au calendrier de voyage d'Alejandro. La dernière publication de Sofia était une photo d'une seule rose à longue tige sur un fond de drosse de soie. La légende disait « Barcelone est toujours une bonne idée. J'ai hâte de vivre une semaine de magie. » Soudain, Elena ressentit un mélange de panique froide et une vague de fureur. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'insulte à son intelligence. Il pensait vraiment qu'elle, si naïve, n'était que l'épouse tranquille et ornementale, contente d'arranger des fleurs et de planifier des galas de charité pendant qu'il construisait son empire et son harem. Il avait oublié qui elle était. Il avait oublié le sang Vidal qui coulait dans ses veines. Tandis qu'Alejandro bâtissait sa fortune avec des acquisitions publiques, Elena gérait la sienne en silence. Après la mort de son père 2 ans plus tôt, elle avait hérité de tout le patrimoine familial des Vidal. C'était un portefeuille substantiel, géré avec le genre de discrétion qui faisait que la vantardise d'Alejandro dans le monde de la finance semblait maladroite. Elle opérait à travers une société d'investissement appelée Capital Vera, un nom si ancien et discret qu'il passait sous le radar de tous. Son principal conseiller, Sebastián Lozano, un homme distingué de 60 ans, aux cheveux argentés et au calme inébranlable d'un maître d'échecs, était le visage public de la firme. Pour le monde, Elena Vidal était simplement l'épouse d'un financier. Pour quelques élus, elle était GB, la force tranquille et décisive derrière Capital Vera. Capital Vera avait récemment fait un investissement très significatif et très discret. Elle était devenue l'unique sponsor financier de la collection de retour de Clara Volkov, une designer brillante mais volatile qui avait disparu de la scène des années auparavant. Le défilé de Volkov était programmé pour être l'événement le plus exclusif et attendu de la semaine de la mode de Barcelone. Elena n'avait pas seulement investi de l'argent, elle avait investi sa foi dans le talent brut et indomptable de Clara. Elle avait passé les 6 derniers mois à travailler via des appels vidéo et des courriels cryptés avec Clara et Sébastien, planifiant méticuleusement chaque détail du spectacle, qui non seulement relancerait une carrière, mais solidifierait la position de Vera en tant que mécène du véritable art. Alejandro ne savait rien de tout cela. Il voyait son héritage comme un fonds d'épargne, quelque chose avec quoi elle pouvait s'amuser. Il n'avait aucune idée que son patrimoine net pourrait engloutir tout son fonds d'investissement sans laisser de traces d'indigestion. Alors qu'il finissait de faire sa valise avec trop de chemises décontractées pour une acquisition critique, Elena prit une décision. La tranquille tristesse qui l'avait enveloppée pendant des mois commença à se solidifier en quelques pas de plus dur, quelque chose avec un tranchant aigu et implacable. Elle ne l'affronterait pas, elle ne pleurerait pas, ne crierait pas, et ne lui jetterait pas sa trahison au visage. C'était la réaction qu'il attendait de la femme qu'il croyait connaître. Au lieu de cela, elle le laisserait marcher directement dans son monde, un monde dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Elle le laisserait vivre sa petite fantaisie dans la ville des Lumières. Et ensuite, selon ses termes, sur sa scène, elle brûlerait tout jusqu'aux fondations. « Prends soin de toi, Alejandro », dit-elle d'une voix incroyablement calme en se levant et en s'approchant de lui. Elle lui ajusta le col, ses doigts froids contre sa peau. Il enregistra à peine le contact. Elle le regarda dans les yeux, cherchant un aperçu de l'homme qu'elle avait épousé. Mais elle n'y trouva qu'un reflet d'elle-même, petit et distant. « Toujours aussi attentive », dit-il en lui donnant un baiser superficiel sur la joue. Cela ressembla au frôlement d'un étranger. « Ne m'attends pas réveillé. »
quand la porte principale se ferma, le lourd silence du penthouse revint. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il était rempli du bourdonnement d'un plan, un chef-d'œuvre de vengeance froide et calculée qui prenait son premier souffle. Elena marcha vers son bureau, les lumières de la ville scintillant sous elle. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Sébastien », dit-elle, sa voix claire et ferme. « Changement de plan. Réserve une suite au Le Bristol et un jet privé. Je vais à Barcelone. La fantaisie et l'ombre. » Barcelone accueillit Alejandro Solis avec le genre de lumière automnale cinématographique qui faisait que tout semblait cher. Il passa par le terminal privé de l'aéroport avec son sac Louis Vuitton à l'épaule, un homme totalement à l'aise dans un monde de privilèges. Sofía Torres l'attendait, vibrant pratiquement d'excitation. Elle courut vers lui, un flou de cheveux blonds et de parfum Dior. « Alejandro, tu as réussi », cria-t-elle en lui donnant un baiser sur les lèvres, qui était plus au bénéfice des curieux que par affection authentique. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », dit-il avec un sourire suffisant. C'était la vie, le pouvoir, l'argent, la belle femme à son bras. C'était une validation de son succès, un monde loin de l'ambiance tranquille et pesante de son penthouse et de sa femme, de plus en plus distante. Il aimait Elena, bien sûr, de la manière dont on aime une peinture belle et précieuse. Elle était un actif, un symbole de classe et de stabilité. Mais Sofía était amusante. Elle était facile. Elle ne lui demandait rien d'autre que des cadeaux et de l'attention. Des choses qu'il avait en abondance. Leur suite aux Four Seasons était obscène dans son luxe, avec vue sur la Sagrada Familia. Un cliché que Sofía embrassa avec euphorie, posant immédiatement pour une série de selfies. « Tout le monde va mourir d'envie », dit-elle en téléchargeant sa réalité pour ses centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Pendant les 2 jours suivants, ils s'immergèrent complètement dans la fantaisie. Ils firent du shopping sur le Paseo de Gracia avec Alejandro, faisant glisser nonchalamment sa carte de crédit. Ils déjeunèrent au Botafumeiro, un paradis pour le qui est qui de la société, où Sofía s'assurait de saluer par des baisers des connaissances et de capter le regard des photographes. Alejandro joua le rôle du bienfaiteur complaisant, savourant les regards d'envie des autres hommes. Il envoyait à Elena un message texte superficiel chaque matin. « La réunion se passe bien, épuisé, je t'aime. » Puis il mettait son téléphone en sourdine et se replongeait dans la bulle de sa double vie. Il avait obtenu des billets au premier rang pour les défilés les plus convoités. Pour lui et Sofía, cette semaine était faite pour être vue, pour consolider leur statut, le sien en tant que magnat, le sien en tant qu'icône de style. Le point culminant, le billet que tout le monde convoitait, était le défilé de Clara Volkov. C'était le sujet de conversation de la ville, une histoire de retour enveloppée de mystère. Personne ne savait qui la parrainait, seulement que le budget était astronomique et que la rumeur disait la collection révolutionnaire. Alejandro avait fait en sorte que son assistant tire toutes les ficelles possibles pour obtenir 2 sièges. C'était un mouvement de pouvoir, une déclaration qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait. Pendant ce temps, à seulement quelques pâtés de maisons de là, dans l'opulent et discret hôtel Le Bristol, Elena Vidal opérait dans une Barcelone complètement différente. Elle était arrivée en jet privé des heures après Alejandro, se glissant dans la ville sans être vue. Sa suite était calme, élégante, et s'était transformée en centre de commandement. Sébastien Lozano, l'homme distingué de 60 ans aux cheveux argentés et au calme inébranlable d'un maître d'échecs, était déjà là, attendant avec une pile de dossiers. « Tout est en ordre, JB », dit-il en lui tendant une tablette. « Clara est dans sa panique artistique habituelle, ce qui est bon signe. Le lieu est sécurisé.
La liste d'invités est finalisée. Elena, vêtue d'un pyjama de soie confortable, ne ressemblait en rien à l'épouse mondaine qu'Alejandro imaginait. Elle était concentrée, ses yeux vifs scannant les documents. Il n'y avait aucune trace de la femme au cœur brisé qu'elle était quelques jours auparavant. À sa place se trouvait une Vidal, une leader, une stratège. La grossesse ne l'avait pas ramollie. Elle avait forgé un nouveau type d'acier en elle. Elle ne luttait plus seulement pour elle-même, elle luttait pour l'héritage dont son enfant hériterait. « Revoyons le plan des sièges », dit-elle d'une voix claire. « Je veux faire quelques ajustements. » Sébastien l'observa avec une pointe de sourire sur le visage. Il connaissait Elena depuis qu'elle était enfant, suivant son père dans ses usines textiles. Il avait déjà vu ce feu en elle, ce génie stratégique et méticuleux. Alejandro Solis avait commis l'erreur classique de tout homme arrogant. Il avait confondu le calme avec la faiblesse. Pendant les 2 jours suivants, alors qu'Alejandro et Sofia diffusaient leurs escapades barcelonaises sur Instagram, Elena était un fantôme dans la machine, orchestrant une subtile campagne de guerre psychologique. Cela commença par de petites choses. Alejandro avait réservé une table spécifique au l'essentiel, le restaurant 3 étoiles Michelin de l'hôtel, pour leur anniversaire. La réservation disparut mystérieusement. On leur offrit une table moins prestigieuse près de la cuisine. Alejandro, habitué à être flatté, fut furieux. Le lendemain, un arrangement floral personnalisé dont Sofia s'était vantée en ligne, destiné à leur suite, fut livré par erreur dans la chambre d'une influenceuse rivale, qui s'empressa de publier un remerciement à l'expéditeur anonyme, provoquant une petite dispute sur les réseaux sociaux. C'étaient des piqûres d'épingle, de petites irritations conçues pour effilocher les bords de la fantaisie parfaite d'Alejandro. Elena surveillait tout depuis sa suite avec une étincelle de froide satisfaction dans les yeux. Elle vit les publications de Sofia, les images soigneusement construites de bonheur, et ressentit une froide pitié pour la fille. C'était un pion, une distraction temporaire. La véritable bataille se jouait entre Elena et l'homme qui l'avait si gravement sous-estimé. Un soir, ressentant le besoin d'un peu d'air, Elena et Sébastien décidèrent de dîner dans un petit restaurant discret que son père avait aimé dans le quartier de l'Exemple. Alors qu'ils s'asseyaient dans un coin retiré, la cloche au-dessus de la porte sonna. Le sang d'Elena se glaça. Alejandro et Sofia entrèrent. Il riait, son bras autour de ses épaules. Il ne l'avait pas vu. La panique s'empara d'Elena pendant une fraction de seconde. Son instinct était de fuir, de se cacher, mais elle regarda ensuite Sébastien, dont l'expression resta parfaitement neutre. Il leva simplement son menu, créant un petit écran. Elena prit une profonde respiration, son cœur battant contre ses côtes. Elle tint son propre menu avec des mains tremblantes. Jetant un coup d'œil par-dessus le bord, elle les observa. Elle vit Alejandro tirer la chaise de Sofia, l'image même d'un gentleman. Elle le vit se pencher et lui murmurer quelque chose à l'oreille qui la fit rejeter la tête en arrière et rire. C'était une scène intime, dévastatrice de normalité, d'un couple amoureux. Mais alors qu'elle regardait, la douleur commença à reculer, remplacée par une résolution glaciale. Elle ne le voyait plus comme le mari qui l'avait trahi, mais comme un adversaire. Elle analysa ses mouvements, ses expressions. Il était négligent. Il était arrogant. Il était si sûr de sa propre astuce qu'il ne pouvait imaginer un monde où il n'aurait pas le contrôle total. Il était assis à moins de 6 mètres de la femme qui tenait sa vie publique et professionnelle dans la paume de sa main, et il en était complètement inconscient. « C'est un imbécile, ma chère », murmura Sébastien, sans lever les yeux de son menu. Elena baissa le sien lentement, son regard fixé sur son mari. Un sourire faible et froid
toucha ses lèvres. « Oui, il l'est, » murmura-t-elle, et il n'a aucune idée de ce qui est sur le point de le frapper. Ils terminèrent leur dîner en silence, partant avant qu'Alejandro et Sofia n'aient commandé leur plat principal. En sortant dans la fraîche nuit barcelonaise, Elena ressentit un changement profond en elle. La peur était partie. La douleur était un écho lointain. Tout ce qui restait était le plan. La scène était presque prête. Les acteurs étaient en place. L'acte final était sur le point de commencer. La grande révélation. Les jours précédant le défilé de Clara Volkov furent un tourbillon de chaos contrôlé. Pour l'équipe de Clara, c'était la poussée finale de couture, d'ajustement et de conception d'éclairage. Pour Alejandro et Sofia, c'était le sommet social de leur fantaisie barcelonaise. Et pour Elena, c'était le moment des mouvements calmes et délibérés sur l'échiquier. Depuis son centre de commandement au Le Bristol, elle orchestra les préparatifs finaux avec la précision d'un général. Elle approuva la sélection musicale, une pièce orchestrale inquiétante qui construirait un puissant crescendo. Elle révisa la liste des invités une dernière fois, un « qui est qui » du monde de la mode. Plus important encore, elle porta une attention spéciale à deux noms. Alejandro Solís et Sofia Torres. Leurs billets, sécurisés à l'origine par l'assistant d'Alejandro après une série d'appels agressifs, étaient pour les sièges A1 et A2 au premier rang, les meilleurs sièges de la salle, directement dans la ligne de mire des photographes de la passerelle. Elena regarda le plan de salle numérique avec un léger sourire aux lèvres. « Sébastien, » appela-t-elle d'une voix calme, « j'ai besoin d'un petit changement dans les sièges. Déplace M. Solís et son invité du 1 et 2 vers le 11 et 12. » Sébastien haussa un sourcil. « C'est toujours au premier rang, mais c'est à l'extrémité. Les photographes de presse s'y concentrent rarement. C'est considéré comme moins prestigieux. » « Exactement, » dit Elena. « Il sera vu, mais ne sera pas le centre d'attention. Je veux qu'il ressente une légère piqûre, une confusion. Je veux qu'il se demande pourquoi un homme de sa stature a été écarté. » Le changement fut fait en quelques touches tranquilles. Ce fut un acte subtil de sabotage, un prélude à l'événement principal. Alejandro reçut la confirmation du billet mis à jour par courriel. Il le regarda à peine, ne voyant que les mots « premier rang » et le transféra à Sofia avec un message de suffisance. Comme promis, le meilleur. Il était trop occupé à passer des appels et à projeter l'image d'un homme qui concluait un accord multimilliardaire pour remarquer le petit détail des numéros de siège. Sofia, cependant, s'en rendit compte. En tant qu'influenceuse, la monnaie de son monde était la proximité du pouvoir et de l'objectif de la caméra. Les sièges A1 et A2 étaient un bien immobilier de premier ordre. Les A11 et A12 étaient acceptables, mais pas la déclaration qu'on lui avait promise. « Alejandro, es-tu sûr que ce sont les meilleurs sièges ?» demanda-t-elle avec un léger gémissement en regardant le courriel. « Mon amie est au A4 au défilé de Chanel, et elle dit que n'importe quoi après le A8 est pratiquement la Sibérie sociale. » Alejandro fronça les sourcils en prenant le téléphone de Sofia. Il vit les numéros et ressentit une pointe familière d'irritation. C'était une insulte. Un homme comme lui appartenait au centre même. Immédiatement, il appela son assistant, Ricardo. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» aboya-t-il dans le téléphone d'une voix basse mais aiguë. « À 11 et à 12, je t'ai dit d'obtenir les sièges du centre. » La voix agitée de Ricardo répondit depuis Madrid. « Monsieur Solís, je suis vraiment désolé. J'ai confirmé A1 et A2. J'ai le courriel original. » Ils ont dû le changer. Ils ont envoyé une excuse disant qu'il y avait eu un changement de dernière minute pour accommoder un représentant du groupe d'investissement qui parraine le défilé.
Ils ont été très discrets. L'agacement d'Alejandro se dissipa, remplacé par un respect réticent. C'était un jeu de pouvoir, et il comprenait le pouvoir. Il ne serait peut-être pas au centre, mais il était toujours au premier rang. C'était un petit contretemps. « Bien », lança-t-il en raccrochant. Il se tourna vers Sofia, sa confiance restaurée. Une petite erreur administrative. Apparemment, le mystérieux sponsor milliardaire du défilé avait besoin des sièges principaux pour ses gens. Ne t'inquiète pas, nous serons toujours le couple le plus photographié là-bas. Sophia fit une moue, mais accepta son explication. L'angle du mystérieux sponsor milliardaire était au moins une bonne histoire à raconter à ses abonnés. L'incident fut une petite victoire pour Elena. Elle avait planté avec succès la première graine de doute dans l'inexpugnable confiance en soi d'Alejandro, et elle l'avait fait de loin, sans montrer son jeu. Le jour avant le défilé, un problème plus significatif surgit. Sébastien arriva dans la suite d'Elena avec une expression inquiète. « Nous avons un problème, dit-il. Clara menace de retirer la pièce finale. » Le sourcil d'Elena se fronça. La pièce finale était le chef-d'œuvre de la collection. Une robe complexe avec des perles brodées à la main qui avait nécessité plus de 800 heures de travail. C'était le cœur émotionnel et artistique de tout le défilé. « Pourquoi ?» demanda Elena. Elle dit que c'est trop personnel, trop révélateur. Elle a une crise de confiance. Elle s'est enfermée dans son studio et ne parle à personne. Ce n'était pas un simple arrangement de siège. Cela pouvait mettre en péril tout l'événement. Un investissement multimillionnaire et d'innombrables heures de travail. La vieille Elena aurait paniqué, s'en serait remise à Sébastien. Mais la nouvelle Elena se leva, sa résolution se durcissant. « Prépare la voiture, dit-elle. Je vais lui parler moi-même. »« Elena, es-tu sûre? L'investisseuse est toujours restée anonyme. Cela fait partie de la mystique. »« La mystique n'importera pas s'il n'y a pas de défilé, » répliqua-t-elle. « Clara n'a pas besoin de savoir que je suis Elena Solis. Elle a juste besoin de connaître JB de Capital Vera. » Le studio de Clara Volkov était une explosion chaotique de créativité. Des rouleaux de tissu, des croquis et des vêtements à moitié finis étaient éparpillés partout. Clara était une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux d'un rouge ardent et des yeux qui brillaient d'une intensité féroce mais instable. Elle était assise par terre, entourée de croquis rejetés. Une bouteille de vodka était sur une table à proximité. « Je ne peux pas le faire, » dit-elle d'une voix rauque, sans même lever les yeux. « Cette robe est tout ce que je suis. C'est mon échec, mon espoir, toute mon âme. L'envoyer sur cette passerelle pour que ces vautours la jugent, je ne peux pas. » Elena marcha lentement vers la pièce. Sa présence était calme et centrée. Elle ne fit pas la leçon et n'émit pas d'exigence. Elle s'agenouilla avec des mouvements prudents à cause de sa grossesse et ramassa un croquis rejeté de la robe finale. « C'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie, Clara, » dit-elle doucement. Clara leva les yeux, ses yeux pleins d'un mélange de suspicion et de désespoir. « Qu'est-ce que tu en saurais? Tu n'es que l'argent. »« Je suis plus que cela, » dit Elena avec un regard ferme. « Ma famille était dans le textile depuis plus d'un siècle. J'ai grandi avec les tissus et les fils. Je sais ce qu'il faut pour créer quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement une robe, c'est une résurrection. » Elle fit une pause, laissant le mot flotter dans l'air. « Tu n'as pas peur qu'il juge la robe, Clara? Tu as peur qu'il te voie, toi, et tu as peur qu'il l'aime. Parce que s'il l'aime, cela signifie que tu dois continuer à avancer. Et c'est plus terrifiant que n'importe quel échec. » Clara la regarda, sa façade dure se craquelant. Elena avait vu au-delà du tempérament artistique, jusqu'à la peur brute qui se cachait en dessous. Cet instant,
Elena n'était pas une cliente ou une investisseuse. C'était une âme sœur, une femme qui comprenait aussi ce que signifiait cachet, avoir peur et finalement choisir de sortir à la lumière. Le monde a besoin de voir cela, Clara, continua Elena, sa voix pleine d'une force tranquille. Tu as besoin de le voir. Tu as besoin de voir cette robe marcher sur la passerelle et de te rappeler qui tu es. Des larmes jaillirent des yeux de la designer. Elle acquiesça lentement. Une capitulation silencieuse. La crise fut évitée. En sortant du studio, Elena ressentit un sentiment de pouvoir qui n'avait rien à voir avec l'argent ou la vengeance. C'était le pouvoir de la compétence, de la connexion, de sortir de l'ombre et de diriger. Alejandro, pensa-t-elle avec une clarté effrayante, n'avait jamais vu ce côté d'elle. Il n'avait jamais voulu le voir. Il avait épousé l'héritière, l'ornement. Il n'avait aucune idée qu'il avait épousé la reine. La victoire finale. Le jour du défilé de Clara Volkov se leva gris et nuageux. À l'intérieur du pavillon, cependant, l'ambiance était électrique. Le lieu était un chef-d'œuvre architectural, son élégance historique contrastant brillamment avec la collection d'avant-garde qu'il s'apprêtait à accueillir dans sa suite au Le Bristol. Elena était l'image du calme. Elle avait choisi sa tenue avec un soin méticuleux. Ce n'était pas une pièce d'un designer rival, ce n'était pas ostentatoire. C'était une robe de soie vert émeraude, faite sur mesure, conçue par une jeune couturière qu'elle avait décidé de parrainer. La robe était simple, élégante, et s'adaptait à sa grossesse, accentuant la douce courbe de son ventre au lieu de la cacher. C'était une déclaration de vie, de futur, de pouvoir tranquille et inébranlable. Elle portait les petites et brillantes boucles d'oreilles en diamant de sa mère, et ses cheveux étaient relevés en un chignon classique. Elle ne s'habillait pas pour une bataille, elle s'habillait pour un couronnement. Sébastien arriva pour l'accompagner. « La voiture est prête, patronne. Nous utiliserons l'entrée arrière privée. Personne ne vous verra jusqu'au moment désigné. » Il fit une pause en la regardant. « Vous êtes radiante. »« Je me sens calme, » admit Elena en plaçant une main sur son ventre. « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » À l'autre bout de la ville, l'atmosphère dans la suite d'Alejandro et Sofia était décidément différente. Un tourbillon frénétique de préparation glamour. Sofia avait une équipe de stylistes travaillant sur elle, la transformant en un spectacle étincelant. Elle avait choisi une robe à paillettes révélatrices qui laissait peu de place à l'imagination. « C'est trop ?» demanda-t-elle à Alejandro pour la 10e fois, posant devant le miroir. « Tu te vois? Tu ressembles à 1 million d'euros, » dit-il distraitement. Il était au téléphone avec son agent de change à Madrid. L'acquisition qu'il avait utilisée comme alibi était réelle, mais elle ne se passait pas aussi bien qu'il l'avait projetée. Il y avait des complications, des murmures d'une offre concurrente, une société d'investissement tranquille et agressive. La pression montait, et son escapade à Barcelone commençait à ressembler moins à des vacances et plus à une distraction nécessaire. Il raccrocha le téléphone avec un soupir frustré et se regarda dans le miroir. Il portait un costume Tom Ford sur mesure, une montre Patek Philippe à son poignet. Il ressemblait en tout point au maître de l'univers. Pourtant, une étrange sensation d'inquiétude le rongeait depuis la veille. Le changement de siège, le problème avec l'accord. C'étaient des choses mineures, mais c'étaient des fissures dans la façade parfaite de son contrôle. Il écarta cela comme étant du stress. Ce soir, il s'agissait d'oublier tout cela. Il s'agissait d'apparaître avec la plus belle femme de la salle et de rappeler au monde qui était Alejandro Solis. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lieu, leur voiture fut entourée de photographes. Sofia se délecta à sourire et à poser.
tandis qu'Alejandro maintenait un regard d'indifférence ennuyé, un masque de pouvoir soigneusement cultivé. Ils firent leur grande entrée, les flashs explosant autour d'eux. Ils étaient le couple du moment, une incarnation vivante de richesse et de glamour. Ils trouvèrent leur siège à 11 et à 12. La mâchoire d'Alejandro se crispa légèrement en voyant les sièges du centre A1 à A4, qui étaient toujours vides, marqués par une simple et discrète carte de réservation. Qui sont ces personnes si importantes qu'elles peuvent arriver après tout le monde? Se demanda-t-il. Les lumières commencèrent à faiblir. Un silence s'empara de la foule. L'air crépitait d'anticipation. Alejandro mit son bras autour de Sofia, la rapprochant. Il se pencha et chuchota. « Profite du spectacle, c'est moi qui t'ai offert ça. » C'était un mensonge, bien sûr, mais c'était le genre de mensonge qu'il savait qu'elle voulait entendre. En coulisses, Elena se trouvait dans l'ombre. Elle pouvait voir l'audience, une mère de visage impatient, illuminée par l'éclat de leur téléphone. Elle vit Alejandro et Sofia les têtes rapprochées, une image parfaite de sa trahison. Une douleur lancinante et ancienne la traversa, aiguë et soudaine. C'était le dernier souffle de la femme qu'elle avait été. Elle prit une profonde respiration, l'étouffa et la remplaça par une clarté froide et dure. Clara Volkov était à ses côtés, les mains tremblantes. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive », chuchota-t-elle. « Tu l'as mérité », dit Elena en lui pressant doucement le bras. « Maintenant, sors et fais ta révérence quand le moment viendra. Tu seras brillante. » Les notes d'ouverture de l'inquiétante partition orchestrale commencèrent à résonner. Le premier mannequin sortit sur la passerelle. Le défilé de retour de Clara Volkov avait commencé, et avec lui, le compte à rebours final de la chute d'Alejandro Solis. La tempête est arrivée. Le défilé fut plus qu'une collection de vêtements. Ce fut une symphonie de tissus et de formes. Clara Volkov, poussée par des années de créativité réprimée et maintenant enhardie par la foi d'Elena, avait créé un chef-d'œuvre. Ses premières pièces étaient sombres et structurées, des merveilles architecturales de laine et de cuir qui parlaient de confinement et de lutte. L'audience était captivée. Les bavardages habituels et l'utilisation du téléphone remplacés par un silence révérencieux. Alejandro, malgré lui, était impressionné. Il reconnaissait un bon investissement quand il en voyait un. L'artisanat était impeccable. La vision était singulière. Il fit une note mentale pour que son assistant découvre qui était derrière l'argent de Clara. Il pourrait y avoir une opportunité là. À côté de lui, Sofia filmait chaque look pour sa story Instagram, fournissant des commentaires sans intérêt. À mesure que le défilé avançait, la collection se transforma. La silhouette sombre et rigide s'adoucit, laissant place à des soies fluides et de riches velours dans des tons de saphir, d'améthyste et enfin un or triomphant et brillant. C'était un récit d'émergence, de libération. La tension dans la salle monta avec la partition orchestrale croissante, chaque look plus impressionnant que le précédent. Elena observait depuis l'ombre. Son cœur se gonflait de fierté pour Clara, mais elle observait aussi Alejandro. Elle vit son regard évaluateur, la façon dont son esprit calculait les opportunités. Il voyait le défilé comme une marchandise, une possible acquisition. Il n'avait aucun concept de l'âme qui y avait été versée. C'était un prédateur, et tout le monde qu'elle avait construit n'était pour lui qu'un autre terrain de chasse. Puis vint le final. La musique s'adoucit jusqu'à une unique et mélancolique mélodie de violoncelle. Un halètement collectif parcourut l'audience quand le dernier mannequin sortit sur la passerelle. Elle portait la robe, celle qui avait nécessité 800 heures de travail, celle que Clara avait failli retirer. C'était une colonne de soie bleu minuit,
si lourdement ornée à la main de cristaux et de perles qu'elle semblait absorber la lumière et refléter un champ d'étoiles. Elle bougeait comme de la nuit liquide, un corps céleste descendu sur terre. C'était une œuvre d'art pure et simple. Le mannequin s'arrêta au bout de la passerelle, et pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter, alors que la salle explosa. Les applaudissements furent assourdissants, un rugissement d'approbation et d'émerveillement. Les gens se levaient. Les flashs des caméras étaient maintenant une lumière stroboscopique, aveuglante et frénétique, tandis que le mannequin se retirait. Une Clara Volkov visiblement bouleversée fut accompagnée sur la passerelle par son équipe. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle faisait une révérence. Elle leva les mains pour demander le silence, et lentement, la salle se calma. « Merci », dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Merci à tous d'être ici. Revenir ainsi est un rêve. Je n'aurais pas pu le faire seul. J'ai mon incroyable équipe, mes mannequins, mais il y a une personne sans laquelle rien de tout cela, pas un seul fil, n'aurait été possible. » Alejandro se pencha légèrement, intrigué. Le mystérieux sponsor. C'était le moment. Il s'attendait à ce qu'on nomme un industriel européen ou un cheikh arabe. Cette personne m'a trouvé quand j'avais perdu foi en moi-même, continua Clara, sa voix devenant plus forte. Elle a investi non seulement son argent, mais sa croyance. Elle a exigé l'excellence, mais elle l'a fait avec grâce et une profonde compréhension de l'âme artistique. Le monde les connaît sous le nom de leur firme, Capital Vera. Mais moi, je les connais comme un partenaire et un visionnaire. Ce soir, pour la première fois, ma partenaire a accepté de sortir de l'ombre. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir la véritable force derrière cette collection. La patronne de Capital Vera, ma collaboratrice, mon ami, Elena Vidal. Le nom frappa la salle comme un bang supersonique. Des centaines d'objectifs de caméra tournèrent à l'unisson, s'éloignant de la scène vers le premier rang. Ils cherchèrent, trouvèrent leur cible et tirèrent. Alejandro avait applaudi avec un sourire poli sur le visage. Quand il entendit le nom de sa femme, ses mains se figèrent au milieu d'un applaudissement. Le sourire se dissipa, remplacé par un masque d'incrédulité absolue. Son esprit vacilla, incapable de traiter l'information. Elena, sa tranquille et docile Elena. Capital Vera, la sponsor secrète. C'était impossible. C'était un cauchemar. Il regarda de la scène au plan de salle dans son esprit. Les sièges réservés à 1 et à 2. Le représentant du groupe d'investissement. Tout était pour elle. Le changement de ses propres sièges n'avait pas été une erreur administrative. Cela avait été une insulte délibérée et calculée. Sophia, à ses côtés, était tout aussi abasourdie. Sa bouche était ouverte, ses lèvres parfaitement maquillées, formant un « oh » silencieux. Elle regarda de la femme radiante et puissante sur la scène à l'homme pâle à ses côtés, et la vérité la frappa. La femme sur la scène était sa femme, l'épouse enceinte. Il lui avait dit qu'elle rendait visite à sa mère à la campagne. Le son des flashs des caméras était maintenant un assaut implacable, un feu de mitrailleuse d'humiliation dirigé directement vers Alejandro. Il sentit 1000 yeux sur lui, leur regard un mélange de pitié, de mépris et de délectation. Son monde parfait, sa double vie soigneusement construite. Non seulement elle avait été exposée, mais elle avait été publiquement et de manière spectaculaire pulvérisée. Sur la scène, Elena ne le regarda pas une seule fois. Elle resta droite avec un sourire serein sur le visage, une main reposant sur son ventre. Elle regarda la foule qui l'adorait, l'industrie qu'elle commandait désormais. Elle n'était pas l'épouse méprisée, elle était la victorieuse,
Elle avait pris la scène qu'il croyait sienne et avait révélé qu'il s'agissait de son royaume depuis le début. Elle se pencha vers le micro que tenait Clara. « Le véritable art mérite d'être vu », dit-elle d'une voix claire et ferme. Et la véritable force se trouve souvent dans les endroits où on l'attend le moins. Ses paroles étaient pour l'audience, mais son message était pour un seul homme. C'était une déclaration d'indépendance, un échec et mat final et dévastateur. Sous l'éclat des projecteurs, Alejandro Solis vit enfin sa femme, pour qui elle était réellement, et, au même instant, réalisa qu'il avait tout perdu. Les retombées, le chaos qui éclata après le discours d'Elena furent totales. Le nom de Solis était désormais l'histoire. Les gardes luttèrent pour maintenir l'ordre, tandis que les journalistes et les blogueurs fourmillaient autour du premier rang. « Monsieur Solis, quelle est votre réaction? Est-ce que votre épouse est l'investisseuse secrète? Sophia, saviez-vous que Monsieur Solis était marié? » Alejandro était figé sur son siège, les flashs se reflétant dans ses yeux, une statue dans un ouragan qu'il avait lui-même causé. Sophia, reprenant ses esprits la première, fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle courut. Saisissant son sac, elle se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque d'horreur et d'humiliation. C'était un dommage collatéral, une note de bas de page déjà en train de s'écrire. Alejandro. Alejandro finit par bouger. Ses membres étaient rigides et robotiques. Sa seule pensée était d'atteindre Elena, de lui parler, de contrôler le récit, d'arranger cela. Il se fraya un chemin vers la scène, mais un mur de garde de sécurité se matérialisa bloquant son chemin. C'étaient des hommes corpulents aux costumes immaculés, polis mais immobiles. « J'ai besoin de voir ma femme », grogna-t-il. « Madame Solis n'est pas disponible pour le moment, monsieur », dit le chef de la sécurité. Derrière eux, Sébastien Lozano apparut. Son visage était un masque de froide déception. « Alejandro », dit Sébastien, « l'usage de son nom constitue une violation marquée et délibérée du décorum professionnel. Je crois que vous avez causé assez de tumulte. Il est temps que vous partiez. » Alejandro ressentit une nouvelle vague de trahison. Cet homme avait été une figure paternelle pour Elena pendant des années. Maintenant, il le regardait avec les yeux froids d'un bourreau. « Je travaille pour la patronne de Capital Vera », déclara simplement Sébastien, « et mon employeuse a demandé que vous soyez escorté hors des lieux. » L'humiliation brûla. Être expulsé de l'événement même de sa femme était une indignité qu'il pouvait à peine comprendre. Vaincu, il laissa les gardes le guider vers une sortie latérale. L'air se faisait rare et il avait du mal à respirer. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche, un bourdonnement frénétique d'appels manqués et de messages de ses associés et de son équipe de relations publiques à Madrid. L'histoire était déjà en ligne. Le titan financier Alejandro Solis humilié. Son épouse se révèle être une magnate secrète dans une révélation publique stupéfiante. Les citizen brutaux, le peignant comme un imbécile et un menteur. Il retourna aux Four Seasons pour trouver leur suite de fantaisies dépouillées de toute sa magie. Les affaires de Sophia avaient disparu. Il était seul. Il essaya d'appeler Elena, mais l'appel alla directement sur la boîte vocale. Il envoya une rafale frénétique de messages. Texte. « Elena, nous devons parler. C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, appelle-moi. » Silence. Il se servit un grand whisky et alluma la télévision. Chaque chaîne d'information espagnole, chaque programme de style international ouvrait sur l'histoire. Il montrait le clip d'Elena sur la passerelle, l'air majestueux et puissant. Puis, il coupait vers un plan granuleux et zoomé de son visage à lui, son regard de choc, un mème parfait de sa chute. Il disséquait sa vie, son mariage
et son infidélité à la vue du monde entier. 1 heure plus tard, on frappa à sa porte. Il l'ouvrit d'un coup, espérant Elena. C'était un gérant de l'hôtel flanqué de 2 bagagistes. « Monsieur Solis, » dit le gérant, « on nous a informé que la réservation de cette suite a été annulée. La facture a été payée dans son intégralité par Capital Vera. Bien sûr, nous pouvons vous obtenir une autre chambre au tarif standard. » Alejandro le regarda, hébété. Elle le jetait non seulement de son événement, mais de sa propre suite d'hôtel, une suite qu'il pensait avoir payée. Il réalisa que la carte de crédit qu'il utilisait était une carte supplémentaire sur un compte contrôlé par le patrimoine de sa famille. Il avait financé son aventure avec l'argent d'elle. L'humiliation fut si profonde qu'elle fut presque physique. Il se sentit malade, emballa ses valises étourdi et s'enregistra dans une chambre standard, une boîte stérile et anonyme qui ressemblait à une cellule de prison. Enfin, son téléphone vibra avec un courriel. Ce n'était pas d'Elena, c'était de son avocat, un homme qu'il reconnut comme l'un des membres du cabinet de divorce les plus redoutables de Madrid. Le courriel était court et brutalement efficace. Il l'informait que les procédures de divorce étaient entamées pour motif d'adultère. Il affirmait que, selon leur contrat prénuptial, qu'il avait lui-même insisté pour signer afin de protéger ses actifs, toute infidélité de sa part annulerait la division des actifs en sa faveur. Une feuille de conditions était jointe. Ce n'était pas une négociation, c'était un document de reddition. Elle ne se contentait pas de le quitter. Elle démantelait systématiquement l'empire qu'il croyait sien. Il s'avéra que Capital Vera possédait des participations non publiques significatives dans plusieurs entreprises que son fonds à lui convoitait. Elle avait le pouvoir de perturber ses affaires d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il comprit enfin. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un meurtre prémédité de son caractère, de sa réputation et de sa carrière. Chaque étape avait été planifiée. La révélation publique, la tempête médiatique, les avocats entrant pour achever le travail. Il s'assit au bord du lit de l'hôtel, le courriel brillant sur l'écran de son téléphone. Le whisky ne fit rien pour atténuer la sensation d'avoir été complètement surpassé. Il avait vu Elena comme un objet beau et fragile à posséder, un chef-d'œuvre pour sa collection. Il ne s'était jamais donné la peine de regarder la signature de l'artiste pour comprendre l'esprit et la volonté qu'il avait créée. Il avait aimé la cage dorée sans se rendre compte qu'elle en avait la clé. Son silence n'était plus seulement l'absence de son, c'était le son de son monde qui s'écroulait, le triomphe final. 7 mois plus tard, les cerisiers fleurissaient dans le parc du Retiro. Le monde avait continué d'avancer, mais le paysage de plusieurs vies avait été irrévocablement altéré. Le nom d'Alejandro Solis était désormais un conte moral chuchoté dans les cercles financiers, celui de Madrid. La nature publique et brutale de son divorce avait été un spectacle. L'équipe légale d'Elena, armée de preuves irréfutables et de toute la force de son pouvoir financier, avait été implacable. Il perdit plus de la moitié de son patrimoine net, mais le véritable dommage fut fait à sa réputation. Les investisseurs, effrayés par son imprudence et la révélation que sa femme avait été l'esprit financier le plus astucieux depuis le début, commencèrent à retirer leur argent de son fonds. L'acquisition qu'il avait poursuivie s'effondra quand Capital Vera soutint silencieusement son concurrent. Son empire bâti sur une base de confiance agressive s'écroula quand cette confiance fut exposée comme une arrogance vide. Il fut forcé de vendre son penthouse, de réduire la taille de sa firme et de s'effacer dans un monde d'influence diminué. Un fantôme du titan qu'il fut autrefois. Les 15 minutes de gloire de Sofia Torres avaient été brutales. Elle devint une paria, un mème d'infidélité. Les marques l'abandonnèrent et les commentaires sur ses réseaux sociaux étaient un terrain vague toxique.
Elle essaya de vendre son histoire, mais cela ne fit que la peindre comme une femme pathétique et déconnectée qui avait brisé un foyer. Enfin, elle supprima ses comptes et disparut de l'œil public, victime d'une guerre qu'elle ne savait même pas qu'elle menait. Et Elena prospéra. Elle donna naissance à une fille en bonne santé qu'elle appela Eva Vidal. Elle garda le nom de jeune fille de sa mère pour sa fille. Un choix délibéré pour l'enraciner dans un héritage de force féminine et de résilience. Sans la tâche du nom Solis, Capital Vera, qui n'opérait plus dans l'ombre, devint une force majeure dans les mondes de la technologie, de la mode et des affaires durables. Elena, en tant que GB, fit l'objet de portraits élogieux dans Forbes et l'Economist. On l'appela le marteau de velours, une investisseuse brillante et intuitive, dotée d'une volonté de fer. Elle ne parla jamais publiquement de sous-divorce ou d'Alejandro. Elle n'avait pas à le faire. Son succès était la seule déclaration qu'elle avait besoin de faire. Elle quitta le penthouse froid et minimaliste et acheta une maison historique en ville, la remplissant de chaleur, d'art et du joyeux babillage de sa fille. Sébastien Lozano resta son inébranlable conseiller, désormais un grand-père honoraire et affectueux pour Eva. Par un brillant après-midi de printemps, Elena se promenait avec Eva dans une poussette dans une partie tranquille du parc. Le soleil était chaud sur son visage. Elle ressentait un profond sentiment de paix, une plénitude qu'elle ne savait pas possible. Sa vie n'était pas ce qu'elle avait planifié, mais elle était sienne, construite de ses propres mains et selon ses propres termes. Quand elle tourna un coin, elle le vit. Alejandro était assis seul sur un banc du parc, paraissant plus vieux, plus petit. Il portait un simple polo et un pantalon, bien loin de son ancienne armure de costume sur mesure. Il regardait l'eau, son expression vide. Il ne la vit pas. Pendant un instant, elle envisagea de s'arrêter. Que dirait-elle? Que pourrait-on dire? Mais elle réalisa qu'il ne restait rien. Il était un chapitre dans un livre différent, une vie différente. Son histoire ne portait plus sur lui, elle portait sur la petite fille qui dormait dans la poussette devant elle. Elle portait sur le futur. Avec un tranquille sentiment de finalité, elle ajusta la couverture autour d'Eva et continua son chemin, s'éloignant de l'homme sur le banc et marchant vers le soleil brillant de sa nouvelle vie. Non seulement elle avait survécu à sa trahison, elle avait utilisé son feu pour forger un nouvel héritage plus fort et plus beau pour elle et sa fille. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit que l'on fait, mais dans les mouvements stratégiques et silencieux qui changent tout le jeu. L'histoire d'Elena est un puissant rappel que les personnes les plus tranquilles dans la salle sont souvent les plus observatrices et que la meilleure réponse à une injustice est de bâtir un empire si magnifique que vos détracteurs deviennent des notes de bas de page non pertinentes dans votre propre biographie incroyable. Si cette histoire de force et de douce justice a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de son propre pouvoir caché. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Monsieur.